Eh bien, bonjour tout le monde, je me présente, Joanna. Je suis développeuse d'applications mobiles depuis maintenant 10 ans, côté iOS, Android, natif, cross-platform. Et aujourd'hui, vous allez avoir une session un peu particulière, vous allez avoir une session médicale avec les apps écologiques. C'est pas automatique. Je ne l'ai pas réalisée toute seule, cette présentation, puisque nous sommes trois. Il y a aussi le docteur Olivier Legoire de l'Université de Pau, Gilles Grousset d'Inside App et moi-même. Et nous ne l'avons pas fait par hasard, puisque tous les trois, nous faisons partie du collectif de la Green Code Initiative. C'est un collectif qui vise à promouvoir des solutions pour réduire l'empreinte écologique de vos logiciels, de vos développements logiciels même. Avant de commencer, du coup, comme je vous disais, je voulais présenter cette conférence comme une conférence un peu médicale. On va jouer aux médecins. Attendez, rien de scabreux, je vous rassure. C'est juste qu'au lieu d'avoir des patients humains, on va avoir des applications mobiles. Donc, dans un premier temps, nous allons diagnostiquer leurs symptômes, trouver les causes de leur maladie et trouver des traitements. Le but de cette conférence, c'est de vous donner des outils, des solutions pour que demain, lorsque vous faites du développement d'applications mobiles, vous ayez des applications éco-friendly. Mais pour soigner, il faut d'abord trouver les origines du mal. Rien à voir avec Star Wars, je vous rassure. On va plonger dans le diagnostic initial. Et un premier terme arrive, c'est la boulimie énergétique. Vous savez, c'est une question ouverte, est-ce que vous savez combien de mémoire il a fallu pour envoyer Apollo 11 sur la Lune? Bon, un indice, c'est en kilo-octets. 14. 14 kilo-octets. Maintenant, ouvrez TikTok. Pour TikTok, il faut 100 MO. 100 MO pour scroller des vidéos de chats, et juste depuis votre canapé. C'est juste 10 000 fois plus. Et sur cette explosion de consommation de mémoire illustre justement parfaitement ce terme que je viens d'introduire, la boulimie énergétique. Ce n'est pas visible, mais les conséquences sont là pour notre planète. Et contrairement à Apollo, TikTok ne vous amène pas sur la Lune. On continue quand même avec cette introduction pour aussi montrer la fabrication vs l'usage. Aujourd'hui, on le sait, il n'y a plus rien à prouver là-dessus, que la fabrication de smartphones génère l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Mais après leur production, il y a la phase d'usage. Et là, ça nous parle à nous autres développeurs. Parce que sur cet aspect-là, la phase d'usage, on peut avoir un impact. On peut avoir un impact sur la recharge de la batterie, sur l'utilisation intensive des applications, justement en optimisant les applications que l'on propose en termes d'efficience énergétique. Je vais encore mieux illustrer mon propos. Vous êtes responsable du 5% de batterie à 19h le soir, juste avant une soirée. Et c'est là-dessus qu'on veut avoir un impact. C'est-à-dire qu'on veut que nos usagers sont peut-être à 50% à 23h et peuvent rentrer chez eux sereinement. Et au-delà de cela, il y a aussi des chiffres qui prouvent cet aspect-là. C'est que Apple montre par exemple que 30% des émissions de gaz à effet de serre d'un iPad proviennent justement de son utilisation sur 3 ans. Donc si nous optimisons les apps, on peut réduire l'impact. Très bien, on connaît le problème, mais où agir pour limiter l'impact de nos apps? Ah, je l'ai déjà dit, l'usage. Effectivement, le premier levier de décarbonisation, ce sont les apps. Et encore des chiffres. 2h35, c'est le temps de connexion quotidien passé dans le monde sur un téléphone mobile. C'est pas rien quand même. Et 70% de notre temps, en fait, de connexion de manière générale, se fait sur des applications mobiles également. Très bien, 2h35, 70%, mais à quelle échelle? Vous autres ici ou... non, en fait, 6,9 milliards d'utilisateurs dans le monde d'applications mobiles. Et c'est là qu'on se dit qu'on peut effectivement avoir un impact notable. Alors effectivement, demain, vous allez me dire « Oui, mais mon application, elle n'a pas des millions et des millions d'usagers. » Oui, mais votre application sur les stores, privés, publics, cumulés à d'autres, et ainsi de suite, avec toutes ces mauvaises pratiques que l'on va voir tout à l'heure, c'est un impact non négligeable. C'est pour ça qu'on peut aller
vers mon objectif de cette conférence, des applications mobiles éco-friendly. Et du coup, face à des applications qui vont être de plus en plus énergivores, on l'a vu avec TikTok, nous voulons justement rendre nos logiciels plus verts. Et on pourrait même aller dans un cadre législatif où les applications qui ne seraient pas assez vertes seraient beaucoup plus chères, par exemple. Chaque animation futile dans une application mobile pourrait être facturée 5 centimes. Ça en fait des économies du budget après pour l'écologie. Heureusement, il y a un cadre réglementaire un peu plus soft et intégrable aussi dans l'entreprise. C'est notamment le RGSN. Je vais en parler tout de suite, effectivement. Le RGSN, c'est le référentiel général de l'éco-conception des services numériques. Il y a eu 2 versions RGSN, une première version, la V1, et aujourd'hui, en 2024, on a la V2, à peu près 2 ans après. Le RGSN, en fait, recoupe des bonnes pratiques de développement, justement pour accompagner dans la démarche d'éco-conception. Sur cette partie-là, nous, côté GreenCode Initiative, on est un peu aussi critique par rapport à RGSN, c'est normal, il est qu'à sa V2, il y a toujours des marges de progression. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le RGSN et on se focus juste sur la partie front-end, il y en a juste du front-end. Alors le front-end, vous autres développeurs, vous le savez, c'est beaucoup plus divers et varié que cela. Les problématiques qui sont rencontrées pour le web ne seront pas les mêmes côté mobile. Sinon, ça veut dire que demain, je suis dev web, je me mets au mobile sans souci et inversement. Dans les faits, ce n'est pas ça. Donc dans l'idéal, il faudrait effectivement avoir un référentiel dédié pour chacune des typologies applicatives front, que ce soit du mobile, du web, de l'IA, etc. Je vous invite à consulter justement le référentiel RGSN. C'est pratiquement certain que dans vos entreprises, vous commencez progressivement à le mettre en place. Très bien. Donc j'ai parlé un petit peu de cette boulimie énergétique. Maintenant, on va étudier la partie symptômes. Parce que le symptôme, c'est quelque chose quand quelque chose ne va pas bien, comme moi avec mon rhume, par exemple. Donc un code smell, je pense que ça parle à tout le monde, puisque globalement, on utilise tous dans notre CI Sonar, qui est un outil de qualité de code. Et comme le nom s'indique, un code smell, c'est littéralement un code qui sent mauvais. C'est-à-dire qu'il ne rend pas bien dans notre code, et pour de bonnes raisons. Alors, il ne provoque pas nécessairement un bug, mais il va poser peut-être des problématiques de qualité de code, de maintenabilité, de lisibilité, ça va de pair, mais aussi peut-être de performance. Typiquement, si je prends les longues méthodes, c'est-à-dire, j'ose espérer que vous n'en voyez pas souvent, une méthode qui prendrait par exemple une vingtaine de properties, ça, typiquement, en termes de lisibilité de code, c'est pas optimal. Et puis ça recoupe aussi d'autres problématiques de développement qui vont être le single responsibility. En général, s'il y a 20 propriétés, je pense que ma méthode fait le café. À la GreenCode Initiative, dans nos outils, entre autres, nous avons la définition d'un grid code smell. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le code smell, c'est plus sur la qualité du code. Alors que le green code smell va avoir un impact plus profond dans le sens où il va mettre en évidence une mauvaise pratique qui va avoir une efficience énergétique. Une efficience sur les 5% de batterie qui vous reste à 18h le soir. Et ce symptôme, qui est visible en surface, peut parfois cacher un mal beaucoup plus profond. Pour combattre la maladie, il y a 8 catégories pour optimiser le code. Parmi ces 8, je vais vous présenter chacune d'elles avec des exemples. Vous allez avoir, par exemple, la partie API optimisée. Donc, dans les API classiques des applications, on n'a pas toujours les plus performantes, ni les plus économes en termes d'énergie. Typiquement, faire l'impasse sur des recycler view pour recycler effectivement les items de vos listes, c'est pas optimal. D'autres aspects, ça peut être d'utiliser du lazy code. Le fait d'utiliser des ressources justement sans qu'elles soient forcément utilisées, c'est pas optimal non plus en termes d'efficience énergétique. Donc on va avoir des exemples de se dire, là par exemple, il aurait mieux fallu utiliser du lazy code. Il y a d'autres catégories comme la fuite de ressources. Donc ça va être des ressources comme des capteurs ou des fichiers qui vont rester actifs même lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Je vais prendre un exemple très concret. Un capteur GPS, ou pire pour votre intimité, un microphone
qui reste actif alors que vous n'avez plus l'usage, en plus de faire de l'efficience, en plus d'être une perte en efficience énergétique, c'est aussi de l'espionnage. Le but d'une des solutions, par exemple, ça va être de désallouer systématiquement, de libérer les ressources qui n'ont plus d'usage. On va avoir aussi ce qu'on appelle la catégorie bottleneck. Donc tout ce qui va être données, traitement énergivore qui s'accumule dans le système. Ça peut être effectivement une requête HTTP extrêmement volumineuse. On va envoyer une image de profil qui fait 10 MO. Alors, j'avoue que j'aime bien être en haute résolution sur les images, mais quand même, je pense qu'on peut diminuer 53 kilooctets pour une image, c'est déjà pas mal aussi en termes de compression, et on a des bons formats aussi. On peut avoir des recommandations de formats aussi qui sont complètement adaptées et qui ne mettent pas en difficulté la résolution de l'image. On va avoir aussi un aspect sur la sobriété. Tout ce qui va être trop d'animation, trop d'effets visuels. Il faut trouver justement un juste milieu entre une bonne expérience utilisateur et aussi une consommation d'énergie raisonnable. Des fois, les opposants un petit peu les contracteurs par rapport à l'éco-conception nous disent faire de l'éco-conception, c'est au détriment de l'UX. Pas du tout. Il y a toujours un équilibre à trouver entre une bonne UX et aussi le fait de ne pas avoir une surcharge d'animation, une surcharge aussi d'effets visuels complètement inutiles. Donc, une des bonnes pratiques, ça va être de supprimer tout ce qui est animation superflue ou les réduire sur les appareils les moins performants. Effectivement, vous voyez avec Android, avec la défragmentation, on a plein de versions d'Android différentes, et on peut avoir des supports aussi très différents en termes de constructeurs, des vieux smartphones qui datent de Mathusalem, comme les derniers cris effectivement qu'on peut avoir avec les pixels. Prendre en compte cela fait partie d'une démarche justement d'éco-conception. On va avoir aussi la partie inactivité. Lorsqu'un appareil ou une application est inactif, il peut continuer des fois à consommer l'énergie inutilement. Donc CPU, écran allumé. En règle générale, l'OS fait en sorte que vous ne l'activez pas par défaut. Mais pour certains besoins, et c'est là qu'il faut trouver aussi comment couper la poire en deux, vous en aurez besoin. J'avoue que je suis en pleine campagne, mon GPS se coupe, ça va pas me faire plaisir parce que j'ai besoin d'être guidé. Mais dans d'autres usages, vous n'avez pas forcément besoin de forcer que l'écran soit toujours reste allumé, ou qu'il y ait des traitements en cours qui consomment, comme le GPS, inutilement de la batterie. Effectivement, je suis en salle de fitness, je reste sur un tapis de course, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ma position GPS qui m'évalue? Non, pas forcément. On va avoir aussi une autre catégorie, la partie power. Donc l'application ne prend pas en compte l'état de la batterie, et ce qui peut entraîner une consommation excessive. Alors ça se fait très bien pour certaines applications que je ne vais pas citer, pour réserver des voitures pour nous amener d'un point A à un point B, qui nous surfacturent en général quand on a très peu de pourcentage de batterie, parce que la transaction risque de ne pas se terminer à bon escient. Mais effectivement, pour l'efficience écologique, c'est quelque chose qui doit encore faire ses preuves. Donc réduire la fréquence des traitements gourmands lorsque la batterie est faible, c'est pas déconnant. Vous l'avez par défaut dans l'OS, ça s'appelle le mode économie d'énergie. Mais directement dans vos applications, vous pouvez aussi avoir un impact, parce que la valeur de la batterie, vous pouvez la connaître également. Avant-dernière catégorie, ça va être le batch, tout ce qui va être regroupement de tâches. Les traitements énergivores sont exécutés de manière complètement dispersée, entraînant des réveils en fait, au niveau du système. Et ça, effectivement, vous le voyez, quand vous avez trop de notifications, surtout avec les Apple Watch, les montres connectées, pardon, je ne fais pas de promotion publicitaire, vous allez voir votre batterie, elle fond à une vitesse vertigineuse. Et lorsque vous avez des applications qui font des tâches de synchro, où effectivement vous pouvez récupérer les notifications, vous avez moyen de regrouper un petit peu tout cela justement pour donner une meilleure efficience énergétique. Et 8e catégorie, c'est la release. Donc les applications vont aller télécharger des ressources parfois inutiles. Je vais prendre l'exemple des fonts de système. Alors de base, les custom fonts, ce n'est pas une bonne pratique. Mais dans certains cas, contrainte effectivement client, on a peut-être besoin effectivement d'avoir des fonts custom. Et s'ajoute à cela le côté international. Je vais avoir des fontes pour différents types d'alphabets. Effectivement, je vais avoir des fontes, par exemple, pour le mandarin, avec des pictogrammes. Bon, le poids des fontes, c'est quelque chose de désastreux, en fait, dans la taille finale de votre APK, ou Bundle App, ou votre iOS comme Android, votre app de manière générale. Et c'est pour ça qu'il faut, des fois, faire peut-être du ressource on demand.
Typiquement, mon application va peut-être pour moi-même, ne jamais être utilisée en mandarin parce que je ne parle pas mandarin, mais effectivement, pour un autre user, je pourrais faire en sorte d'avoir de la ressource on demande et d'avoir à télécharger juste les fonds pour lui, ça évite de l'embarquer directement dans l'application si jamais elle n'est jamais utilisée. Eh bien, tout ça est parfaitement indigeste. Vu comme ça serait pas évident de mettre en pratique. C'est pour ça qu'on a mis en place un référentiel de bonnes pratiques à la Green Code Initiative. Ce référentiel, c'est un référentiel Android iOS. Vous verrez qu'il y a d'autres technologies dans les slides suivantes, excusez-moi. Et on est autour de 40 codes SMEL côté Android et 15 codes SMEL côté iOS. Ces codes SMEL, ces Green Code SMEL même, sont justement dans chacune des catégories que je viens de vous présenter. Là, vous me dites, ah, 40, c'est pas tant que ça. Oh, 15, c'est encore moins que ça. Parce qu'aujourd'hui, la partie éco-conception et la partie de notre partie côté Green Code Initiative est assez prémisse. Alors certes, ça fait un petit moment qu'on est acteur au niveau de la démarche d'éco-conception, mais vous l'aurez remarqué, je pense que vous l'avez remarqué au sein même de vos entreprises, ces démarches-là, elles viennent progressivement. Si je demande dans la salle qui aujourd'hui intègre dans son cycle de développement une démarche d'éco-conception, je ne suis pas sûre qu'il y en ait énormément qui lèvent la main. Je prends quand même le sondage au cas où. Comme les TU, par exemple, qui prend vraiment en compte la démarche d'éco-conception? Ok. Qui prend la démarche d'éco-conception de manière régulière avec, comment dire, comme les code review, pour regarder si on est toujours en phase par rapport à la démarche d'éco-conception? Il y a des points réguliers, il y a des points... Ah bien, il y a quand même une personne. En vrai, je suis déjà contente. Eh bien, ce référentiel, vous pouvez entre autres le retrouver sous licence libre. Donc, il est à la Green IT. La Green IT aussi, c'est un autre collectif, pareil, qui regroupe des acteurs du privé, du public, des chercheurs, mais qui est très global. C'est-à-dire qu'il prend aussi la dimension UX/UI. Et à la Green IT, il y avait un référentiel de bonnes pratiques. On les connaît tous globalement, je pense que c'était les précurseurs. C'était les 115 bonnes pratiques en développement web. Et aujourd'hui, on a une autre dimension avec la partie mobile. C'est là où c'est magique, un best practice mobile. On fait une petite spécificité avec justement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. J'avoue que 40 plus 15, ça fait 55, mais on va dire plus ou moins 50 bonnes pratiques pour le mobile. La petite différence aujourd'hui, c'est que certes, effectivement, le référentiel est sous licence libre sur le CNUMER, le collectif numérique responsable, mais il est aussi présent sur notre repository à la Green Code Initiative. Parce que la petite différence entre nous et Green IT, c'est que Green IT, comme je vous l'ai dit, a vraiment une couverture globale au niveau du numérique responsable. Nous, on est focus sur Green Code Initiative, sur la partie, comme je disais tout à l'heure, un collectif qui est là pour promouvoir les solutions pour justement diminuer l'empreinte écologique de vos développements et solutions logicielles. Bon, j'ai parlé énormément et vous y êtes là pour voir du code. J'ai parlé aussi de cette maladie, la boulimie énergétique. Il serait temps de s'attaquer effectivement aux symptômes. Le premier symptôme que je vais présenter aujourd'hui, ça va être le Keep Screen On. Bon, c'est assez simple. Vous lancez une application, vous posez votre téléphone pour aller aux toilettes, du moins j'espère que l'on n'est pas avec vous aux toilettes, mais l'écran va rester allumé et consommer inutilement de la batterie. Donc si, sur iOS comme sur Android, si le développeur force effectivement le Keep Screen On, l'écran reste allumé et justement consomme inutilement de la batterie en cas d'inactivité. Et justement, là, ce que je vais démontrer ici, c'est que vous avez des possibilités de ne pas le faire, justement. Le but, c'est de se poser les bonnes questions. Donc là, c'est simple, on voit ce code, on se dit tout de suite, c'est pas bon, sauf usage spécifique, comme on disait tout à l'heure, effectivement. Mais dans certains cas, ce qu'il faut se poser comme question, c'est de se dire, est-ce que l'application a-t-elle vraiment besoin de garder l'écran allumé? Est-ce que n'activer que le paramètre dans le cas où elle est indispensable, comme je disais tout à l'heure, navigation GPS, j'ai pas envie qu'à minuit, je n'ai plus de vue sur mon écran parce que effectivement cette feature-là n'est pas, ce paramètre-là n'est pas activé. Et se poser ces bonnes questions-là, ça permet aussi d'avoir une démarche d'éco-conception. Le deuxième symptôme, ça va être le thrifty geolocation. On va avoir deux focus. On va avoir toujours le focus Android
et également le focus iOS. Donc la géolocalisation, je vais peut-être vous l'apprendre, mais c'est l'une des fonctionnalités les plus populaires, mais aussi les plus énergivores pour le coup. Et une application qui utilise la géoloc, elle utilise souvent un matériel qui est gourmand d'énergie. Ben, on le sait, hein, avec le GPS. Je pense que rares parmi vous utilisent leur smartphone, sauf ils ont de l'embarquer bien sûr, sans le brancher directement à l'allume-cigare. Sinon la batterie se vide extrêmement vite pendant un trajet assez long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, heureusement, Android propose justement des outils qui vont nous permettre, justement, dans le code directement, d'optimiser ces aspects-là. Donc, on va avoir déjà le choix du fournisseur, justement, de géoloc, et on va pouvoir faire un choix de power law. Si, effectivement, on est sur de la géoloc où on n'a pas un besoin d'avoir une précision extrême, je pense notamment aussi en dessous à l'accuracy course. Si on se résume à la ville ou au quartier, on peut effectivement diminuer ce qu'on appelle la précision de géolocalisation. En général, pour la météo, je n'ai pas besoin d'avoir une précision à 3 mètres. Même un agriculteur n'en a pas besoin, donc moi encore moins. Donc si je sais qu'à Rennes, il fait beau, globalement, j'ai l'information qu'il me faut. Donc par rapport à cela, effectivement, même dans mon code, je vais pouvoir mettre des critères effectivement sur le power pour choisir mon fournisseur de géoloc en low, donc ça peut être plutôt que du GPS, passer par du Wi-Fi ou du réseau 3G. Et puis, au niveau effectivement de la précision, eh bien, me limiter à la ville ou au quartier, ça suffit amplement. Et ça, pour le coup, ça réduit considérablement mon impact justement sur l'efficience énergétique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux manières d'obtenir le meilleur fournisseur en fonction des critères, et puis ensuite demander des mises à jour de localisation aussi optimisées. C'est-à-dire que, effectivement, si je demande une mise à jour pour Rennes, je ne vais pas la faire non plus toutes les 3 minutes. Ça ne va pas être indispensable. Déjà, il faudrait déjà réussir à quitter la ville en 3 minutes. Donc on peut optimiser aussi cette partie-là. Typiquement, dans mon exemple, je ne sais pas s'il est très lisible, mais on va pouvoir mettre un base provider qui va mettre des mises à jour à peu près toutes les 60 000 millisecondes. Donc ça fait toutes les minutes à peu près. Et puis en termes de distance entre chaque mise à jour, je vais attendre que mon utilisateur fasse peut-être... Bon, là, c'est 100 mètres. Donc, l'exemple de la météo, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais peut-être qu'il bouge tout simplement, en fait. Donc là, c'est le cas, effectivement, avec mon paramètre ici, sur la distance minimale de mise à jour. Oups, ça va un peu trop vite. Et on va voir aussi le pendant côté iOS. C'est là aussi que vous voyez les disparités entre les deux OS, Android et iOS, par rapport, justement... à leur kit de développement. Côté iOS, pour le coup, pareil, il y a deux facteurs qui vont me permettre d'avoir un impact sur la géolocalisation. Ça va être le Desired Accuracy. Bon, c'est à peu près la même chose. On va se dire, quelle est la position exacte de précision de ma géoloc. Donc là, effectivement, dans mon exemple, je suis à 100 mètres. Pertinent, pas pertinent. Et plus on réduit effectivement cette précision, comme je disais tout à l'heure, plus on a un impact sur la partie co-conception. Un autre avantage que je trouve très pertinent aussi sur iOS, c'est le type d'activité. Là, typiquement, on a pris l'exemple du fitness. En général, le fitness, à part si votre salle fait 4 km de long, vous n'allez pas avoir besoin non plus d'avoir un besoin de mise à jour très récurrent. Si vous êtes dans une séance de sport, à part si elle dure 2 minutes, effectivement, dès les 2 minutes, vous sortez de la salle, c'est pareil. C'est là qu'on voit aussi l'usage du bon sens. Donc on a les outils effectivement pour adapter cela, profitons-en pour justement correspondre au mieux, au plus proche de l'usage de nos utilisateurs. Donc on a parlé de la boulimie énergétique, on a vu les symptômes, et maintenant il serait temps de parler des diagnostics, des symptômes en continu. C'est comme quand on découvre une maladie, on a le premier cas, et puis après on essaie de généraliser, pour le but étant de mettre des bonnes pratiques. C'est de là que vient le lavage des mains pour la gastroentérite ou autre. Tac. Alors, je pense que vous connaissez tous dans la salle le DevOps. C'est cette approche de développement qui réunit à la fois la partie dev et opérationnelle pour, entre autres, accélérer les livraisons, mais pas que, pour amener aussi de la qualité logicielle. Et aujourd'hui, on ajoute une nouvelle dimension. Ça va être la partie green. Puis on va la mettre au milieu, c'est sympa. Dev Green Ops. Et là, le but, ça va être qu'à chaque étape du cycle DevOps, on va intégrer des bonnes pratiques, des pratiques durables
pour réduire l'impact sur l'environnement. Donc maintenant, vous allez imaginer le DevOps qui met une blouse verte et qui rentre dans la clinique écologique, justement pour faire de l'efficience énergétique. Je vais vous présenter des outils qui sont 100% français. Alors, ils ne viennent pas de moi, hein. Ils viennent pas d'un collectif, d'une entreprise qui s'appelle Green Inspector. Je la présenterai aussi dans les outils ici évoqués, qui a fait un livre blanc justement qui est tout récent, hein, 2024, qui a recensé tous les outils aujourd'hui qui peuvent nous accompagner dans la démarche d'éco-conception et à quel moment ils interviennent justement dans les étapes d'un cycle DevOps. Le premier, c'est celui, je prêche ma chapelle, hein, c'est l'outil Creed & Go. Donc, c'est effectivement l'outil dont je vous parlais dans le collectif de la Green Code Initiative, anciennement connu sous le nom d'EcoCode. On est en plein changement de nom. Lui, je vous le réserve pour la fin. Je vais vous parler par contre effectivement de l'initiateur de cet article, qui est Green Inspector. Green Inspector, c'est une entreprise basée à Nantes, donc on n'a pas plus local, qui va mesurer des sites web et des applications mobiles sur des devices réels, des smartphones, ou des PC pour le coup. Et le but, c'est vraiment on le reproche souvent, en termes de conception, c'est ne pas avoir de mesure. Pour le coup, Green Inspector répond à cette problématique d'avoir de la mesure. Ils vont mesurer les performances énergétiques d'une application mobile, par exemple. Vous faites de la navigation, eh bien, Green Inspector va évaluer justement l'impact sur le CPU. Ils vont identifier aussi tout ce qui va être fonctionnalité en termes de sobriété numérique, écran par écran. Donc vous aurez effectivement tout votre storyboard passé à l'épingle. Le but de l'outil, c'est justement de mettre un focus particulier sur des données précises, sur la mesure qui peut manquer parfois, et accompagner leurs clients justement sur comment résorber ces problématiques d'efficience énergétique. On a un autre outil après, parce qu'on a à chaque étape du cycle de DevOps, et pour plein d'aspects différents, hein, aussi bien de l'infra, que du back, que du front. Je ne vais pas présenter que mes outils, pour le coup, sur cette slide. On a Scaphandre de Hublot, qui va mesurer, lui, pour le coup, les impacts sur le back-end et tout ce qui va être environnement containerisé ou virtualisé. Typiquement, il va pouvoir analyser la consommation énergétique d'un serveur back-end exécutant des conteneurs Docker. On va avoir aussi Carbonifère. Donc là, c'est mesure de solution pour la partie cloud. On va avoir Power API, assez connu aussi. C'est une mesure des consommations d'énergie sur des environnements virtualisés ou physiques, donc PC comme serveur. Donc ça peut être intéressant pour analyser par exemple tout ce qui va être charge CPU, RAM, pour détecter les goulots d'étranglement dans les systèmes back-end. On va avoir également EasyFirst. Là, on est full sur le monitoring des machines virtuelles. Donc identifier les machines virtuelles sous-utilisées dans un cluster, par exemple. Ça, on en parle aussi souvent, de ne pas laisser tourner effectivement des clusters inutilement. Recommander des consolidations ou des extensions pour réduire tout ce qui est gaspillage énergétique. Alors pourquoi tous ces outils vont être essentiels dans une démarche d'éco-conception? Parce qu'ils nous interviennent, comme je le disais, à chaque étape du cycle DevOps. Et vous le voyez en fait, il est matérialisé ici. Chaque point de couleur représente une étape du cycle DevOps. Si je prends Green Inspector, là on coche toutes les cases, à toutes les phases effectivement, que ce soit à la planification, au code ou au monitoring, Green Inspector est à tous ces aspects. Pour la partie Grid & Go, comme je le vous disais, c'est un outil pour le dev, donc, et beaucoup plus sur la partie CI. Donc on va pouvoir du coup mettre en place une stratégie, une démarche de conception pour toutes les phases du cycle DevOps. Et grâce à cela, je l'espère, on aura des bonnes pratiques de manière unifiée et complètement globale. Alors, pourquoi ne pas adopter dès maintenant pour construire un futur numérique plus responsable? Ça, c'est ma question que je laisse en suspens pour vous pour ce slide. En tout cas, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui fait de la revue de code automatique. Là, je parle un peu plus maintenant de Grid & Go, que je n'ai pas évoqué jusqu'ici, qui, lui, est un outil, pour le coup, d'analyse statique de ce qu'on appelait tout à l'heure les Green Code Smell, donc qui vont être spécifiques pour cette présentation à Android et iOS, mais vous le verrez à la fin de ma présentation qu'il est aussi multi-techno. Et on étend vraiment ce que fait Sonar, en fait,
parce que Sonar, on l'utilise tous pour la qualité de code, et là, on est sur, effectivement, le Green Code Smell, donc l'efficience verte. Et aujourd'hui, on s'est dit que c'était le meilleur outil possible, parce que, globalement, on connaît peu de projets qui n'ont pas dans leur CI au moins Sonar. C'est un peu le seul outil de qualité de code que l'on a aujourd'hui. Donc, on est déjà équipé. Qui dit déjà équipé dit juste un clic bouton, effectivement, pour activer Green Go. En tout cas, nous avons aussi réussi à faire bouger les choses, même côté Sonar. Sonar, c'est une solution open source. Et aujourd'hui, elle n'était pas forcément... Jusqu'ici, elle était sensibilisée à notre action, mais ce n'était pas forcément un acteur. Et le Green Code Initiative met chaque année en place un hackathon. Le but, c'est de continuer à faire développer l'outil au maximum, d'avoir le plus de contributeurs, plus de légitimité aussi, parce que c'est nous autres développeurs qui allons dire si une règle est légitime ou non. Il ne faut pas que ce soit une autorité avec 2-3 personnes qui décident pour nous. Et Sonar a vu cette perspective, a compris cette perspective aussi open source, et a su reconnaître dans leur communiqué que Green Go avait une vraie initiative en termes de démarche de conception, et qu'eux se retrouvaient maintenant acteurs aussi de ce développement-là. Donc avoir le soutien de Sonar, c'est une preuve de qualité, c'est une preuve d'engagement, et c'est une preuve aussi que notre solution n'est pas complètement fantasque, bien au contraire. Donc, j'ai dit que c'était du Sonar, j'ai dit que ça pouvait être sur votre CI, que c'était un plugin comme tant d'autres sur Sonar, mais comment il est présenté? Quand vous mettez effectivement Green Go, vous allez avoir la partie Mainability. Et c'est dans cette partie-là que vous allez avoir les Green Code Smell. Si je détaille un petit peu un problème, on l'a vu tout à l'heure effectivement avec la géolocalisation ou le Keep on Screen, vous allez tout de suite voir l'expression qui pose problème. Attention, dans votre code, vous avez un Green Code Smell. On explique pourquoi ce n'est pas bien, sa sévérité, son impact en fait sur l'efficience énergétique. Et à partir de là, comme ce que vous faites déjà pour la qualité de code avec un plugin Sonar classique, vous allez avoir les mêmes mécanismes de correction avec des Green Code Smell. Aujourd'hui, vous le voyez, cette interface, elle n'est pas vraiment bien pensée, justement, pour notre détection d'efficience énergétique. C'est pour ça qu'on pense à un prototype d'une nouvelle interface qui sera beaucoup plus parlante, avec du scoring, avec une meilleure visibilité sur justement où on se situe par rapport à notre efficience énergétique. Bon, nous avons créé une clinique numérique qui est ouverte à tous, comme je vous le disais. On est tous légitimes à participer à ce projet open source, avec des référentiels open source et une communauté qui est active. Nous partageons des bonnes pratiques pour améliorer l'ensemble des applications. Donc, c'est sur cet aspect clinique, sur comment on fonctionne maintenant, que je vais mettre l'accent. Je vous ai dit qu'on est sur Sonar. Mais où sur Sonar? On n'est pas sur SonarLint, parce que pour nous, le fait qu'on fasse une analyse en amont dans l'IDE est bien plus crucial pour des problèmes de sécurité ou de qualité de code que pour des problèmes écologiques. On va beaucoup plus l'avoir effectivement sur la partie CI. Le Sonar Cloud, ce n'est pas possible tout simplement parce que Sonar Cloud ne supporte pas les plugins. Donc on est rayé de la liste tout de suite. Par contre, on est présent sur SonarQube. Et comme on le dit, code quality, code security et code sustainability. C'est notre troisième volet. Donc on a un plugin, Green Go, Android Java sur la marketplace Sonar actuellement. Pour Swift, enfin pas seulement Swift, pour iOS, c'est en cours de validation. Comme dans une démarche clinique, je vais vous présenter maintenant l'aspect scan code, un peu comme un IRM si on veut. Le but aujourd'hui, c'est de s'imaginer un peu si on pouvait diagnostiquer un logiciel comme un médecin utilise un IRM pour analyser un patient. Une IRM ne va pas se contenter juste de regarder en surface, elle va vraiment dans les entrailles du cœur de la machine, c'est-à-dire nous, pour identifier toutes les anomalies non visibles à l'œil nu. En développement logiciel, nous avons aussi nos équivalents scanners, et qui vont explorer le code en profondeur pour identifier toutes ces anomalies. Donc d'abord, ça va être la lecture d'un code source, peu importe, ici c'est du Swift, et on va les inspecter via ce qu'on appelle un AST, c'est l'Abstract Syntax Tree. Grosso modo, vous avez un arbre qui va représenter tout votre code. Donc, dans un premier temps, l'IRM lit tout votre code et le construit en arbre. Après, vous avez différents nœuds sur lesquels, justement, il va faire son parcours. Ces nœuds, c'est des expressions de votre code, grosso modo. On va passer de la classe à la fonction,
et ainsi de suite, des expressions qui sont contenues dans vos propres fonctions. Et on va avoir à trait de regarder si dans ces expressions, on a ou non des bonnes pratiques. Et pourquoi l'AST c'est important? Je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai que c'est l'analyse statique, mais au vu de ce que l'on veut étudier, ça correspond parfaitement à notre besoin. Et on va pouvoir aussi mettre en place des contextes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une expression de code, comme je l'ai mis tout à l'heure avec le keep screen on, c'est que des fois, on va pouvoir aussi aller beaucoup plus loin dans la définition de nos règles pour aller jusqu'à toucher au contexte, en fait, dans lequel s'intègre l'expression. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des faux positifs. Typiquement, vous faites une application de navigation, type Google Maps ou autre, bien évidemment qu'il y a des règles sur lesquelles vous allez être énergivore parce que c'est le propre même de votre application. Mais sur d'autres aspects beaucoup plus généraux, vous allez pouvoir peut-être avoir un impact. Donc là, typiquement, on le voyait tout à l'heure, comme je vous l'ai présenté sur le symptôme Keep Screen On, on arrive à savoir quel fichier qui est impacté, les lignes qui sont impactées, la gravité, ici, elle est élevée, et peut-être corriger en 2 minutes, c'est du moins ce qui est ici recommandé, ce qui est indiqué, pardon, de permettre de se dire, en 2 minutes, j'ai peut-être possibilité, effectivement, de corriger rapidement ce code smell. L'intérêt de ce genre d'outil, ça va être l'automatisation. C'est-à-dire que côté CI, je pousse mon code sur mon repository, j'ai mon rapport sonar pour la qualité et la sécurité de mon code, et à côté de cela aussi, je vais avoir un rapport qui va être lié directement à mon efficience énergétique. Ça, c'est intéressant. Et très vite, en fait, on va pouvoir le remonter à l'échelle d'une équipe de développement. Ça va être complètement transparent. Il n'y a pas grand-chose à faire en termes de conduite du changement. J'exagère un petit peu, mais c'est déjà des outils qu'on utilise, donc on ne fait pas non plus complètement un pas de côté. Et typiquement, comme on en parlait tout à l'heure, dans une démarche concrète avec une application DeskCleanUp, eh bien là-dessus, on est complètement aligné pour justement intégrer facilement ce genre d'outils dans nos pipelines de CI. Comme je vous disais tout à l'heure, les scanners sont nombreux côté mobile. Il y a du Java, il y a du Kotlin, il y a du Swift, il y a maintenant la partie XML. Ça, c'est intéressant parce que vous allez... je ne sais pas si vous êtes très au fait, effectivement, de comment fonctionnent les plugins Sonar, mais on va avoir des spécificités en fonction du langage. Et quand on va avoir du XML, et forcément, on a besoin aussi d'inspecter le XML différemment d'un code Swift, d'un code Kotlin, d'un code Java. Donc on peut aller jusqu'au système de configuration. Donc quand je dis le code, c'est vraiment tout le code. On va avoir aussi du Groovy pour la partie Gradle sur Android. Là, je le disais tout à l'heure, on fait un focus mobile aujourd'hui. Je pourrais étendre et vous présenter grosso modo aussi tout l'aspect de la Green Code Initiative, où on va avoir des plugins Sonar également pour du JavaScript, pour du PHP et autres technologies. Mais ce n'est pas le focus d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous aurez envie justement de rejoindre notre équipe médicale, du coup à la Green Code Initiative. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes. On a un hackathon qui est organisé chaque année, où justement, vous n'êtes pas obligé d'être développeur aussi, vous pouvez aussi être spooter, juste contribuer les équipes qui vont étudier la mesure pour savoir si on doit avoir un impact en termes de règles métiers sur tel ou tel usage. Et cet hackathon, il s'organise pendant 2 jours où tout le collectif, donc secteur privé, secteur public, chercheurs, on se met en action avec différentes teams pour justement développer de nouvelles règles, identifier de nouvelles règles, ou là, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec une nouvelle interface graphique pour la partie effectivement Green & Go, justement pour mettre tout ça à contribution et faire un outil qui sera beaucoup plus légitime. Comme je le disais en tout début de conférence, l'objectif, c'est que cet outil vous corresponde, qu'il n'y ait pas 2-3 personnes qui ont autorité sur cet outil, c'est le cas généralement sur les systèmes propriétaires, mais que ce soit vraiment un élan collectif, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'écologie nous tous touche à différents levels, au quotidien dans nos métiers en termes de développement informatique. Donc vous avez la Green Code Initiative, vous avez aussi, comme je disais, le repository. N'ayez pas peur, parce que là, je vous ai présenté que le focus mobile, mais il y a énormément de repositories sur différents types de techno. Et puis, hâte de vous annoncer aussi prochainement, si vous suivez notre page LinkedIn, pour le prochain hackathon. N'hésitez pas aussi à mobiliser vos équipes dirigeantes. Je tiens à préciser aussi autre chose. Dernièrement, on a mis en place une dimension juridique qui va nous permettre
d'accepter le mécénat, un mécénat cadré. Grosso modo, qu'est-ce que le mécénat? Ça va être qu'une entreprise va proposer peut-être que l'un d'entre vous, pendant 10 jours par an, contribue justement à développer de nouvelles règles pour Idengo, par exemple. Ça peut prendre cette forme-là. Alors, anciennement, vous avez connaissance du crédit impôt recherche, effectivement, qui soulève aussi pas mal de questionnements. La partie mécénat est peut-être une application plus concrète et plus légitime pour justement contribuer à ce genre de projet open source. Donc, si vous devez retenir 3 éléments, effectivement, allez voir notre site web, notre page LinkedIn, allez voir notre repository, venez à l'hackathon, ça peut être aussi une manière de se lancer pour une première fois. Et je terminerai juste, effectivement, avant de clôturer cette présentation, sur une étude. Comme je vous l'ai dit, on essaie d'être légitime à plusieurs niveaux, public, privé, mais aussi des chercheurs. On a des chercheurs qui contribuent justement à notre collectif et qui publient des études, des vraies études. Là, typiquement, pour cette étude, il y avait 3 personnes, dont Olivier Legoire de la Green Code Initiative, et puis donc chercheur, et puis également Olivier Philippot, qui est de Green Spector. Ils ont voulu, à travers l'étude, je vous laisserai la découvrir, mettre en avant, est-ce légitime aujourd'hui de dire que le cross-platform, que l'hybride, que le natif, quelle est la meilleure techno? Est-ce qu'une techno qui prévaut plus que sur une autre? Eh bien, vous le découvrirez justement dans cette étude, une étude appuyée, pour comprendre justement 3 questions essentielles qui vont être, justement l'impact sur la taille des applicatifs, sur les performances applicatives. Et vous allez vous rendre compte dans l'étude également que ce n'est pas aussi évident que cela. Certains disaient non, le natif, c'est sûr, ça a de meilleures performances. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et à travers cette étude, vous allez voir les différents aspects, les différents critères qui peuvent des fois faire ou non pencher la balance. Hop. Il nous reste 5 minutes pour des questions, si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas. Je suis désolée, j'étais un petit peu malade, donc il y a des... Merci Johanna. Un tonnerre d'applaudissements, je vous invite. Donc n'hésitez pas à scanner, voilà, c'est pour des feedbacks pour Johanna, c'est super précieux quand on vient faire des présentations comme ça sur voilà, ce que vous avez apprécié, si vous avez des retours, et pour la remercier. Je vais prendre des questions. Déjà, merci pour la présentation. Et moi, j'ai 2 questions pour Fridine. En fait, je voulais savoir, vous avez parlé de mesures d'impact écologique, et je voulais savoir si les éléments que vous avez mentionnés peuvent être intégrés dans le pipeline, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre analyse sonar, enfin post et après résolution, voir si le gain que vous avez apporté en fait, en termes d'impact écologique, et aussi s'il existe des labels plus pour destination des utilisateurs, dans ce cas-là, d'applications qui sont plus écologiques que d'autres. Ok. Alors aujourd'hui, comme un rapport sonar, on va juste avoir, effectivement, pour la qualité de code, on va avoir des indices métriques qui vont nous dire le pourcentage de code smell par catégorie. C'est ça la mesure aussi qu'on va avoir aujourd'hui. On peut avoir un avant-après. Là où on veut voir une vraie mesure, c'est-à-dire est-ce que mon application consomme moins en ayant appliqué ou non les bonnes pratiques. Je suis désolée. Là, dans ces cas-là, effectivement, alors déjà, les règles ne sont pas là par hasard. Le but, c'est de les rendre légitimes par la mesure, par le retour d'expérience. Donc, en gros, ça, c'est presque, il faut nous croire. Non, je rigole. Bien sûr, elles sont appuyées, mais directement, vous n'aurez pas la mesure. Il n'y a pas d'outil aujourd'hui. Sonar est limité, c'est l'analyse de code statique, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Par contre, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure avec toute cette panoplie d'outils 100% français, je peux revenir dessus. Green Spector pourrait voir effectivement, pourrait avoir un impact sur la mesure physique, sur les devices. J'ai mon application mobile sur mon iPhone, j'ai un iPhone 9. Est-ce que effectivement, après coup, ma batterie se vide moins maintenant que j'ai optimisé cet écran-là en ayant enlevé toutes les mauvaises pratiques que Green Dengo m'a mis en exergue? Là, oui, il y aurait le pendant des deux. C'est pour ça aussi qu'on fait partie de la Green Code Initiative
Green & Go n'est pas le seul outil. Le but, c'est de promouvoir les outils pour être complètement complémentaires, aussi complémentaires que ce que l'on va avoir ici dans ce Dev Green Ops. À chaque étape du cycle de DevOps, on aimerait avoir un impact. Et pour la partie certification, j'étais à la Green Tech il y a quelques temps, justement, et j'étais curieuse de savoir ce qui se faisait dans le monde de l'éco-conception, avec des acteurs qui ont plus de poids des fois que des associations, c'est sûr. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucun label qui permet justement d'être estampillé éco-conçu. Ce serait une aberration de dire éco-conçu, mais au moins avoir un label vert. Le coiffeur, votre coiffeur peut l'avoir, hein, c'est l'éco certes, mais vos applications mobiles, pas encore. Et je me dis, peut-être que c'est un peu présomptueux, que se dire qu'on a utilisé Green & Go justement pour l'analyse de code statique, ce n'est pas une certification, mais au moins c'est partie des bonnes pratiques, et le fait de l'utiliser déjà, on peut le mentionner. Voilà. Mais je sais que la certification, ça a un effet très séduisant en termes de marketing. Moi, je me dis aujourd'hui, vu le contexte écologique actuel, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un label pour passer à l'étape suivante? Ça, c'est à nos dirigeants aussi et décideurs de le décider, en vrai. Pardon. Excusez-moi. Moi, j'avais une question. Alors déjà, merci parce que c'était hyper intéressant. En fait, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez un exemple d'application que vous trouvez particulièrement réussi en fait, d'un point de vue écolo, qui ne consomme pas trop, qui pour vous est bien faite, quoi. Alors j'aurais tendance à dire les miennes. Non, je plaisante. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse. On a un club utilisateur. Si vraiment vous êtes intéressé si vous êtes intéressé, vous voulez motiver votre entreprise aussi à faire partie du collectif, vous à titre personnel ou à titre effectivement plus dans la sphère professionnelle, on a un club utilisateur où justement les gens commencent ici à mettre en place ces bonnes pratiques avec Green & Go. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est aux prémices, on n'a que 40 et 15 bonnes pratiques, 40 côté Android, 15 côté iOS. Ce n'est pas une panacée. Hein. On ne va pas se dire, parce que tu as mis en place les 15 bonnes pratiques iOS, ton application iOS, elle est dans une démarche conçue qui fonctionne merveilleusement. Mais c'est vrai que là, je parlais d'application. Une application, ce n'est pas que du code. C'est là que je viens faire coucou à nos amis UX/UI. Il y a aussi de la sobriété, effectivement, en termes du X et du Y. Il y a aussi la manière dont on va héberger aussi les applications. En général, on n'a pas trop le choix côté store, hein, store privé, store public. Mais parfois aussi, on a des MDM qui peuvent héberger nos applications, gérer tout le parc, effectivement, de devices avec les applicatifs que l'on embarque. Donc là, c'est les fameux analyses de cycle de vie qui entrent en jeu. Mais là, comme ça, effectivement, j'ai pas assez de recul pour nommer une application en particulier. Ce sera justement l'objectif du club utilisateur, identifier à long terme les applications qui ont su mettre en place ces bonnes pratiques et pouvoir peut-être les estampiller d'un au moins logo Green Code Initiative certifié. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je suis dev Flutter hybride et j'utilise des packages GitHub dans du natif. Et je voulais savoir ce qu'il y aurait moyen d'inspecter les packages que je vais utiliser dans les applications Flutter pour estimer leur impact. Oui, alors c'est en cours. C'est un sujet. En fait, pour l'instant, on a en vue Flutter. Et comme vous l'avez vu, côté Android et iOS, il y a encore beaucoup de choses à maturer. Et le but, c'est pas trop de se disperser. Moi, j'ai le scope Flutter parce que je suis dev Flutter aussi. Et c'est vrai qu'au dernier hackathon, j'aurais dit « Ah, ça serait bien quand même, maintenant qu'on ait le plugin Flutter ». Ils m'ont dit « Très bien, termine déjà le plugin Android et iOS ». Et moi, je pense que si demain, ça vous intéresse, n'hésitez pas à effectivement proposer, parce que si on est plusieurs, c'est mieux. Si effectivement des devs qui sont motivés à le faire, c'est une synergie en fait. Typiquement, Inside App que je présentais au tout début, c'est vraiment une entreprise qui est moteur sur la qualité de code. Par exemple, eux, pour le coup, le fameux plugin Swift justement de qualité de code provient d'eux en partie. Et pareil pour la partie Dart. Ils ont fait aussi leur propre plugin justement pour l'analyse de code, de qualité de code et sécurité de code, Dart. Et comme il est déjà présent, eh bien, c'est beaucoup plus simple de l'intégrer après pour la partie inspection au niveau Green Code Smell. On peut l'enrichir. Donc je vous invite effectivement à voir le repository d'Inside App sur la partie justement plugin sonar Dart et de voir comment vous pouvez l'exploiter pour faire son pendant côté
côté efficience énergétique. Mais c'est complètement faisable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que côté Green Goal Initiative, on est preneur de toutes les initiatives. C'est juste qu'on manque un petit peu de bras. Donc c'est pour ça qu'on se dit, vaut mieux effectivement être à 5 à porter une grosse dalle de 100 kg plutôt qu'être à 2 d'un côté et 2 de l'autre. Personnellement, 100 kg, je ne peux pas. Et merci encore à Johanna. Je vous invite à applaudir. Merci à vous. Et merci à l'équipe d'organisation.